Regardons maintenant de plus près le test PCR lui-même. Que peut-il faire et que ne peut-il pas faire? Merci Astrid. Professeur Kammerer, dites-nous s'il vous plaît ce que ce test peut faire. Peut-il vraiment nous renseigner sur l'infection ou non? J'essaie de partager mon écran. J'ai préparé quelques diapositives pour vous donner quelques informations sur le principe de base de la RT-qPCR. Premièrement, une définition, car beaucoup de gens ici ne savent pas ce que cela veut dire. Donc, le système de test utilisé ici pour la détection du génome du SARS-CoV-2 est ce qu'on appelle un RT-qPCR. C'est une réaction en chaîne par polymérase quantitative à transcriptase inverse. Les principaux arguments sont que le RT-qPCR pour la détection de l'ARN du SARS-CoV-2 n'est techniquement pas capable de décider si un échantillon qui a été trouvé positif est indicatif d'une personne infectieuse ou contagieuse. Je vais y revenir. Même si elle est réalisée dans des conditions parfaites, cela signifie que tout ce que je fais est parfaitement conçu, donc les amorces sont correctes, la température est correcte, la performance du labo et les techniques sont parfaites. Cette technique ne peut pas être utilisée comme une référence, comme elle est conçue, et comme une base pour l'action non médicale destinée à arrêter la propagation d'un virus. En particulier les tests de masse, sans contrôle clair des procédures opérationnelles standards, qui manquent encore dans la plupart des laboratoires, entraînent forcément des résultats de tests inexacts. En particulier, le premier protocole de l'OMS, et le nom de Drosten a été mentionné plusieurs fois aujourd'hui, il est responsable de ce premier protocole de l'OMS. Il est très mauvais dans ses aspects techniques. Il est défectueux et il est très enclin à produire des résultats faussement positifs. La définition du PCR est donc la suivante. C'est une méthode de laboratoire parfaite si vous voulez amplifier une section spécifique d'ARN à partir d'un petit échantillon jusqu'à une quantité détectable et caractérisable, par exemple pour faire le séquençage. Elle est utilisée dans le monde entier, dans presque tous les laboratoires des sciences de la vie, pour faire des analyses d'expression et des recherches. Donc, cette technique est très répandue dans le monde et chaque biologiste moléculaire, il ne faut pas être biologiste ou quoi que ce soit, car tous ceux qui travaillent avec cette technique savent qu'elle est limitée et que son utilisation actuelle pour les tests de masse n'est absolument pas une bonne idée. Ainsi, le Q est la version quantitative de la RT-PCR, qui définit une technique modifiée qui permet de contrôler les étapes d'amplification. Ainsi, chaque étape est contrôlée par un signal lumineux qui est produit dans chaque cycle d'amplification. Cependant, le problème est que cela ne permet pas la caractérisation ultérieure du produit PCR, comme le séquençage, et nécessite un développement très prudent et des contrôles appropriés dans chaque étape. Et cela est souvent manqué dans les laboratoires qui effectuent les tests de masse du public. Le RT-PCR, donc le RT-PCR normal, est couramment utilisé dans presque tous les laboratoires de sciences de la vie, comme je vous l'ai dit. Et la PCR, donc l'amplification de l'ADN, est une méthode de base qui a été conçue par Kary Mullis. Et de nos jours, elle est principalement utilisée dans les laboratoires pour le diagnostic médico-légal. Par exemple, pour établir le cadre génétique des empreintes digitales sur les scènes de crime, afin d'identifier le coupable. Avant d'en venir au point technique, je pense que ce qui est le plus important dans la question de savoir qui est responsable de l'utilisation abusive du PCR, c'est la chronologie.
car la principale question est de savoir pourquoi l'OMS a attendu le protocole PCR de Drosten et l'a promu, alors que les scientifiques de Wuhan avaient tout à la fin de 2019 et ont partagé des informations avec l'OMS avant la première version du protocole de Drosten. C'est donc une chronologie que Drosten a donnée dans une conférence. C'est officiel, avec sa propre photo. Et ici, vous voyez qu'il a écrit ses remarques. Ainsi, le 1er janvier, la première version du protocole a été envoyée à l'OMS. La deuxième version modifiée du protocole a été envoyée le 17 janvier. Et son article complet dans Eurosurveillance a été publié le 23 janvier. Si l'on compare cette chronologie, le travail des scientifiques de Wuhan n'est mentionné nulle part. Si l'on compare cette chronologie à celle d'un exposé du CDC chinois à Wuhan, on voit qu'ils ont identifié le premier génome complet du nouveau virus dès le 3 janvier. Ils ont mentionné que le RT-PCR spécifique a été développé le 4 janvier. Et ici, le 11 janvier, vous remarquez qu'ils ont un kit de détection RT-PCR commercial qui est distribué à la province de Hubei, dont Wuhan est la capitale. Et cette étoile indique quand Drosten a fourni ses premiers protocoles à l'OMS. Ainsi, le 1er janvier, les scientifiques chinois disposaient d'une PCR complète et en ont informé l'OMS le 9 janvier. Alors pourquoi ont-ils attendu que Drosten entre en scène? Voici donc une PCR réalisée par les scientifiques de Wuhan. Il diffère de 2 gènes du protocole de Drosten publié ultérieurement, mais il fonctionne très bien. Et c'est le même principe de RT-PCR quantitative. Dans le même temps, un autre aspect très intéressant est cette citation d'une publication de Slovénie, parce qu'ils ont cité dans leur publication « Après une évaluation approfondie, notre laboratoire a mis en œuvre le 17 janvier le test SARS-CoV-2 basé sur Lightmix ». Comment se fait-il donc qu'un laboratoire slovène dispose d'un kit de test commercial basé sur les amorces de Drosten et de cette fiche technique? Il s'agit d'une fiche technique originale accompagnant les kits commerciaux de la société Team Molbiol, qui sont vendus exclusivement via la société Roche et qui travaillent sur les plateformes Roche. Et si vous allez dans les métadonnées, cette fiche est produite par Olfert Land, le président de Team Molbiol, et est produite le 15 janvier 2020. Ainsi, l'ensemble du kit commercial était prêt, semble-t-il, au plus tard le 15 janvier, même après la première version du protocole de l'OMS. Il s'agit donc d'une chronologie remarquable, qui, normalement, surtout pour ce numéro SAP de Roche, est très inhabituelle, si l'on peut dire. Donc, si vous changez la chronologie de Christian Drosten, nous sommes le 15 janvier. Officiellement, Olfert Land a préparé le document que je vous ai montré. Et le 17 janvier, le laboratoire en Slovénie a mis en œuvre, fait un produit commercial complet, et ils ont mentionné « après une évaluation approfondie ». Une évaluation approfondie ne peut pas se faire en 2 jours. Ils doivent donc avoir le kit commercial quelque part ailleurs. Mais il n'y a pas de documentation expliquant pourquoi un kit commercial était disponible si tôt, avant même qu'il y ait une quelconque préoccupation internationale.
Voici donc l'article de Drosten, qu'il a publié après que ces amorces soient déjà dans le kit commercial. Mais il s'agit d'une inconduite scientifique, un effet collatéral. Donc ce premier test, c'est l'un des 3 gènes, non testé pour des procédures de diagnostic, mais il a été utilisé pour des procédures de diagnostic. Donc c'est le numéro SAP. Normalement, il utilise une grande quantité de tests pour entrer dans le système. Et un point important est qu'il a correctement ajouté un contrôle positif et dans la conception, il doit y avoir un CT qui est correspondant au seuil de cycle, un CT d'environ 30. Donc à ce stade, 30 doit être le seuil limite pour la PCR. Cependant, ici l'amplification du CP ou CT, c'est la même chose, jusqu'à 39 est l'évaluation positive. Donc ici, ils avaient dans ce protocole un CT déjà beaucoup trop élevé. Indépendamment de chaque PCR, si c'est un protocole de la charité, si c'est un protocole du CDC, un protocole de n'importe quelle autre institution, le principal problème est celui des faux positifs. Et juste pour donner quelques points, les faux positifs peuvent être déclenchés par une mauvaise conception de la PCR, ce qui est le cas pour la PCR de la charité, le protocole Corman-Drosten. Ils contiennent des paires d'amorces et des sondes non spécifiques. Ce sont de mauvaises conditions pour la réaction elle-même. Les températures, surtout dans le protocole Corman-Drosten, ne sont pas appropriées. Et dans le cas de la PCR quantitative, le CT est trop élevé. Ainsi, la conception produit dans ce cas des faux positifs. Mais il y a des techniques de manipulation dans les laboratoires indépendants qui réalisent cette technique. Et le plus problématique, toute personne travaillant avec une PCR le sait, c'est la contamination des matériaux avec des échantillons de contrôle positif des PCR. C'est le plus courant. Et la contamination croisée à partir d'échantillons de patients positifs vers des échantillons négatifs en raison de techniques de pipettage non pures ou de la production d'aérosols est également très courante. Ainsi, dans la première fiche technique du protocole, il y a une note. L'ouverture de ce flacon peut entraîner une contamination de l'espace de travail. Et une fois que vous avez contaminé votre espace de travail, presque tous les échantillons deviennent positifs de manière aléatoire quand l'un de ces échantillons positifs entre dans la chaîne de réaction. Et le dernier point, pour donner un bref aperçu, est une question. Est-ce qu'une RT-qPCR correctement réalisée, donc si tout fonctionne bien, si la conception est correcte, si la manipulation est correcte, est-ce qu'une RT-qPCR correctement réalisée et positive peut indiquer une infectiosité? Donc, en principe, ni une PCR, ni une RT-PCR, ni une RT-qPCR n'est techniquement capable de décider si un échantillon qui est trouvé positif indique une personne infectieuse ou contagieuse. Pourquoi donc? Le problème vient de la technique. La technique de préparation des échantillons nécessite de détruire toutes les structures biologiques afin de séparer l'acide nucléique, dans le cas du SARS-CoV-2, son ARN, pour le rendre accessible aux enzymes qui réalisent l'amplification. Ce schéma, qui provient d'une publication, montre l'extraction de l'ARN du SARS-CoV-2 pour le rendre disponible pour l'amplifier dans la PCR. Donc, vous avez votre écouvillon et ensuite, vous diluez l'écouvillon dans cette solution. Et cette solution est Lysis Inactivation, ici en titre. À partir de ce point, tout le matériel actif est détruit. Il est inactivé. Donc, si vous extrayez l'ARN des couvillons,
Vous devez absolument achever la dénaturation de tout matériel biologique en macromolécules. On va de cette étape à celle-ci. Vous avez donc une combinaison d'ARN du génome, de l'ADN par exemple, des cellules que vous avez à partir de l'écouvillon, et vous avez des protéines et des lipides. Dans cette situation, vous n'avez pas de belles cellules intactes de la muqueuse, ni de bactéries ou de champignons qui sont encore dans votre nez et dans votre gorge, avec le virus. Et vous ne pouvez pas avoir de particules de virus. Il ne reste donc aucun matériel qui soit entier, viable ou infectieux. Ainsi, la technique d'isolement de l'ARN est l'étape de départ de la RT-qPCR, qui est utilisée pour la soi-disant détection du virus SARS-CoV-2. Il est impossible de juger si la source de cet ARN, qui est une réplication complète, est infectieuse dans le cas d'un virus. Ainsi, le même résultat RT-qPCR peut être obtenu à partir d'un résultat positif avec de la matière détruite contenant des réminiscences d'une infection antérieure ou un virus occasionnel, comme l'a dit Michael Yeadon, virus inhalé via la muqueuse d'un patient. Le problème principal est donc l'isolement de l'acide nucléique pour l'amplification. Et tout le monde, y compris Christian Drosten, qui travaille avec cette technique, ainsi que toutes les entreprises qui préparent des kits et font de la publicité pour ces kits, et toutes les personnes qui font de la publicité pour cette technique de RT-PCR ou même de RT-qPCR pour la détection de personnes infectieuses, doivent savoir qu'elles ne sont pas capables de le faire. Je suis choquée. J'ai une question à poser au docteur Stockelberger et au professeur Kammerer. Hier, je crois qu'il a été mentionné que l'OMS, lors de la première tentative de déclaration d'une pandémie, n'a recensé que 500 cas et que cela n'a mené nulle part. Puis, ils ont attendu 10 jours et tout d'un coup, il y avait 14 fois plus de cas. Pourriez-vous replacer cela dans une perspective opportune par rapport au développement et aux autres choses qui se sont passées avec le test de Drosten ? Je pense que c'est Sylvia qui avait tous les chiffres hier. Les informations, je ne les connais pas par cœur. Je suis désolée. Je crois qu'elle a dit environ 500 cas, ce qui est... Mais nous ne connaissons pas encore la date exacte. Il y avait quelque chose sur cette diapositive, cette chronologie donnée par Drosten. Il y avait exactement un alignement des cas réels quand il a effectué sa PCR. Donc un en Chine, un en Corée du Sud. Il y avait très peu de cas. Et dans le premier cas, les cas officiels à Wuhan, qui sont publiés par Ren LL et par d'autres scientifiques chinois. Les 5 premiers patients à Wuhan, un seul d'entre eux est mort, et celui-ci était dans un état grave, parce qu'il avait un cancer métastatique. Donc, dès le début, il était clair que ce virus n'était pas un virus tueur, comme on nous l'avait dit. Oui, je me souviens que c'était 24, le premier chiffre que Sylvia a mentionné hier, en janvier, ce qui est normal à l'OMS. On passe de manière croissante à un chiffre plus grand, mais on ne passe pas directement à des chiffres énormes partout. J'ai 4 questions. La première est une clarification. Vous nous avez montré dans votre chronologie que l'article de Corman-Drosten, ou le protocole qui a été recommandé au monde entier par l'OMS, Tedros,
comme la norme d'excellence pour le dépistage des infections Covid-19. Avant même qu'il ne soit publié, les kits de test qui ont été produits par le partenaire commercial de Drosten, Olfertland, avec sa société Tibmolbiol, qui est maintenant sous le contrôle de Roche, parce que je pense qu'ils l'ont acheté. Mais avant même qu'ils ne publient l'article, ils ont vendu leurs kits de test au monde entier. Est-ce exact? Pas au monde entier, mais presque. Beaucoup de kits de test ont été envoyés. Olfertland l'a même mentionné dans plusieurs interviews. Et nous savons, grâce à d'autres travaux, que la société Roche, en collaboration avec Tibmolbiol, a commencé à former le personnel de laboratoire en Afrique et en Asie à l'utilisation de ces tests dès le début du mois de janvier. N'est-ce pas une violation flagrante? Ne voit-on pas là un conflit d'intérêts évident? Je veux dire, d'abord vous vendez le produit que vous avez inventé, et ensuite vous sortez et publiez quelque chose qui appelle à acheter votre produit. N'est-ce pas, je veux dire, ce n'est pas seulement non scientifique. N'est-ce pas un conflit d'intérêts flagrant que nous voyons ici? C'est sûr. Et en plus, ils ont effectué ce test dans ce qu'on appelle Labor Berlin, dont Christian Drosten est le directeur. C'est le plus grand laboratoire d'Allemagne. Au début, ils ont effectué presque tous les tests PCR, car ils avaient l'avantage d'avoir été installés très tôt, avant que tous les autres ne puissent commencer. Il y a donc au moins 2 conflits d'intérêts, à mon avis. Une autre question pour la clarification. Est-il exact que, quelle que soit la façon dont vous effectuez un test PCR, il ne peut jamais vous dire quoi que ce soit sur les infections? Parce que, premièrement, il ne peut pas faire la distinction entre, je ne parle pas d'un point de vue scientifique bien sûr, la matière morte et la matière vivante. Et deuxièmement, puisque le virus réel est complètement détruit, avant que vous mettiez cet écouvillon dans la machine, et la seule façon dont vous pouvez avoir une infection est par un virus complet, entrant dans les cellules et commençant à se répliquer. Est-il exact qu'il est totalement impossible, quelle que soit la manière dont on applique un test PCR, que ce test PCR puisse nous apprendre quoi que ce soit sur les infections? Eh bien, c'est une question de définition. Je pense que nous devrions... C'est possible que si la PCR est correctement réalisée et que le seuil soit très bas, alors il pourrait y avoir un grand nombre de virus dans cette personne. Et si vous le comparez à une référence, qui est une culture cellulaire, alors vous le comparez à une infection. Mais vous ne pouvez jamais juger si la personne est infectieuse. Donc, si elle peut transférer le virus compétent pour la réplication à une autre personne. Ainsi, la PCR n'est pas capable d'identifier les personnes qui, en tant que super propagateurs, transfèrent le virus. C'est un point important dans une pandémie. Vous devez identifier les personnes qui infectent les autres, et la PCR n'est certainement pas la technique pour cet aspect. Donc, et j'ai oublié la première question. Donc, ce que cela signifie, nous devons être très clairs sur ce dont nous parlons. L'OMS avait besoin de cas pour pouvoir déclarer l'urgence de santé publique de portée internationale. Maintenant, tout le monde pense qu'un cas signifie quelqu'un qui est infecté, c'est-à-dire contagieux pour d'autres personnes. Mais ce n'est pas ce que ce test peut faire, quelle que soit la façon dont on l'applique. Il peut montrer qu'il y a peut-être une certaine probabilité qu'une personne ait une charge conséquente de ce virus, mais même si cette personne est, je vais dire, contaminée,
parce que c'est ce que le test trouve, cela ne signifie toujours pas que ce virus a pénétré dans les cellules et qu'il se réplique de sorte que la personne devienne infectieuse, c'est-à-dire contagieuse pour d'autres personnes. Si telle est la définition, la contagiosité ne pourra jamais être détectée par ce test. Exactement. Et le test ne peut pas déterminer la maladie, donc les symptômes. Parce que, surtout dans le cas d'un virus respiratoire, il s'agit normalement d'une combinaison de différents virus. Si vous recherchez uniquement le virus de la grippe, par exemple, la grippe s'appelle influenza. Si vous recherchez un rhinovirus, c'est une maladie à rhinovirus. Et si vous recherchez un coronavirus, alors c'est une maladie à coronavirus. Donc normalement, le médecin doit concevoir que la personne a une maladie. Et s'il veut savoir quel pathogène produit les symptômes, alors vous pouvez faire un test, comme une PCR. Mais normalement, le médecin doit commencer par les symptômes. Et ensuite, si vous faites, par exemple, une PCR multiplex, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de virus. Donc même si la PCR peut montrer que vous avez une charge élevée de cet ARN spécial provenant de ce virus spécial, ça ne vous dit pas que la maladie ne peut pas provenir d'un autre virus. En particulier, par exemple, à Wuhan, ils ont publié que les cas les plus graves étaient toujours une double infection du virus SARS-CoV-2 et de la grippe B. C'est déjà connu. Donc vous avez 3 à 4 virus souvent en parallèle. La PCR ne peut pas dire que votre maladie est causée par ce virus et que vous pouvez transférer ce virus à une autre personne. Ok. Donc si quelqu'un est testé positif, cela signifie seulement qu'il ou elle est contaminé. Il peut y avoir une charge énorme même de ce coronavirus en particulier, parce que c'est la seule chose qu'ils testent. Ils cherchent les coronavirus, donc c'est la seule chose qu'ils trouvent. Cependant, il ne peut pas nous dire si cette personne particulière est infectieuse, au sens de contagieuse pour d'autres personnes. C'est une possibilité, mais il ne peut pas dire si ce test positif particulier signifie que cette personne est infectieuse par le Covid-19. La seule façon de trouver ce qui a causé les symptômes, et je suppose que cela n'a aucun sens de tester des personnes sans symptômes, la seule façon de trouver ce qui a causé les symptômes est de faire des diagnostics différentiels. Est-ce exact? C'est exact. C'est ce que doit être le travail habituel des médecins. Je pense donc que c'est la première fois dans l'histoire qu'un test de laboratoire moléculaire établit un diagnostic et que tous les médecins ne font pas leur travail normal pour établir ce diagnostic. Ce test ne peut pas faire ça. Voici la dernière question que j'ai. Vous avez dit que le protocole Corman-Drosten est très peu scientifique. J'essaie vraiment de retenir la colère que j'ai. Est-il si mal conçu? Parce que toutes les personnes qui ont travaillé sur ce protocole ne savent pas ce qu'elles font. Ou qu'est-ce que cela signifie? C'est une bonne question. J'ai donc pensé qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils font. Mais ce n'est pas possible, parce que c'est une technique très courante et très simple. Ils devraient donc savoir ce qu'ils font. Et surtout en tant qu'experts scientifiques de haut niveau et les grands pontes. Ce n'est pas seulement Corman-Drosten. Même Olfer Landt, dans sa publication, et son travail consiste à produire la RT-PCR pour les kits commerciaux. Donc, ils savent tous exactement ce qu'ils font. Parce que tous les gens dans cette position savent qu'il y a énormément de problèmes avec la conception de ce test. Donc, ça doit être intentionnel. Donc, vous êtes d'accord. Puisque ce test est si mal conçu, si vous regardez la totalité des preuves, nous avons un test très mal conçu. Nous n'avons aucun cas avant la publication du test.
Puis, après la publication du test, nous avons tout à coup des cas sur lesquels l'Organisation mondiale de la santé se base pour déclarer une urgence de santé publique de portée internationale, qui servira ensuite de base à l'utilisation de médicaments non testés sur des humains. Seriez-vous d'accord pour dire qu'il s'agit là d'une très forte preuve que cela a été utilisé pour créer des cas, pour créer artificiellement des cas à partir de rien? C'est ce que je crois. Êtes-vous d'accord avec cela, ou est-ce que cela n'a pas de sens? Non, c'est tout à fait logique, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de voir. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Drosten a été témoin ou expert. Il a été interrogé lors d'une audience dans le comté allemand de Brandebourg l'été de l'année dernière. Et on lui a demandé quel type de seuil il considérait comme fiable en ce qui concerne le test PCR. Il a dit « Nous avons cela par écrit » parce que nous avions un témoin à l'audience. Il a dit que c'est autour de 26. Cependant, dans son document, il avait suggéré que le seuil devait être de 43. Alors pourquoi n'a-t-il jamais corrigé son article? Ou n'a-t-il pas rendu cela public en insistant, en tant que conseiller du gouvernement, sur le fait que le seuil devait être modifié? Car nous pouvons voir de nombreux tests PCR effectués se situer toujours dans une fourchette très élevée, jusqu'à 40. Tout cela a causé tous ces faux résultats, ces faux positifs, et a conduit à beaucoup de souffrances et de dommages, avec des personnes mises en quarantaine sans aucune raison. Que pouvez-vous répondre à cela? En tant que scientifique, est-ce que vous vous corrigeriez une fois que vous auriez compris que vous avez fait une erreur? Normalement, oui. Et surtout dans ce cas. Nous avons d'abord écrit une première lettre, puis une très longue critique dans une revue spécialisée où se trouvait cette publication frauduleuse. Et nous avons demandé la rétractation de cette publication, ce qui est normalement une procédure scientifique. Et même ici, il a été refusé de rétracter le protocole. Donc oui, les raisons derrière cela, personne ne sait. Vous ne pouvez que spéculer. Mais normalement, nous devrions demander à Christian Drosten pourquoi il travaille de manière si peu scientifique, ne corrigeant pas son protocole PCR frauduleux. Je ne sais pas, je pense que vous ne l'avez pas encore mentionné, mais l'article a été soumis à la procédure d'examen par les pairs dans un délai très court. Pouvez-vous peut-être commenter cela? Oui, nous l'avons analysé en détail. Et cela n'a pas pu durer plus de 24 heures, ce qui est très inhabituel pour un processus d'examen scientifique d'un article de recherche complet. Donc, en cas d'urgence ou pour leur très excellente publication, il se pourrait que le rédacteur en chef d'une revue ait obtenu le manuscrit et soit d'accord et dise « Oh, c'est un excellent manuscrit ». Mais même dans ce cas, ce délai très court de 24 heures entre la soumission de la publication au processus de révision et la publication de l'article, c'est, disons, assez unique au monde. Et je me souviens que vous en avez identifié un grand nombre. Je crois que c'était 9 grosses erreurs à peu près dans cet article. Et certaines d'entre elles, comme par exemple la question du seuil, auraient été, j'imagine, si évidentes que les pairs examinateurs auraient dû immédiatement, même dans les 24 heures, dû sauter dessus et dire « Eh bien, ce n'est peut-être pas une approche vraiment scientifique ou pertinente dans cet essai. » Est-ce exact? Oui, et en outre, l'un des principaux points est qu'ils ont mentionné qu'ils avaient besoin de concevoir rapidement un outil de diagnostic robuste, la PCR, parce que c'était un cas d'urgence.
sans avoir d'informations sur le virus. Mais ils avaient le virus, parce qu'ils avaient des séquences de Wuhan. S'il était si nécessaire d'avoir une bonne PCR, ces contrôles et le séquençage, ils auraient dû demander aux collègues chinois, parce qu'ils avaient tout. Et donc, il n'y avait certainement pas besoin de cette publication et de ce protocole. Mike, y a-t-il quelque chose que vous voudriez ajouter à cela? Je veux dire, c'est très troublant de voir quelqu'un travailler d'une manière non seulement non scientifique, mais presque criminelle. Êtes-vous d'accord pour dire que cela ressemble à un test conçu pour produire des cas signifiant des faux positifs? Oui, le docteur Kammerer a fait un meilleur travail que je ne pourrais le faire. Mais je pense qu'il n'a pas été approché lors de son introduction, certainement pas dans les discussions d'une série de réunions. Ce test a été mis en place très rapidement en utilisant la séquence qui a été fournie par Wuhan à leur laboratoire. Ils ont dû travailler nuit et jour. Je crois que c'est ainsi qu'ils l'ont fait. Donc, ils devaient savoir, ou du moins ostensiblement l'idée était « voici un virus potentiel qui peut causer une pandémie grave. Mettons en place un test pour aider le monde à identifier qui est infecté et malade en conséquence, qui pourrait être infectieux et devrait se mettre en quarantaine. » Ils savent exactement quel était le contexte. Ce n'était pas une idée académique ou ésotérique. Ils savaient qu'ils étaient confrontés à une pandémie potentielle et ils ont mis au point, dans la mesure du possible et aussi rapidement que possible, un test qui pourrait être appliqué. Maintenant, si j'étais à leur place, je saurais que les personnes qui vont utiliser ces tests dans le monde entier seront mieux capables de manipuler des pipettes et de suivre des formules. Ce ne sera pas des laboratoires comme le mien, si j'étais le professeur Drosten. Je me dirais donc qu'il faut que ce système soit impeccable, pour éviter qu'il ne produise beaucoup de faux positifs. Mais ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Il me semble qu'ils ont établi des conditions telles que même si un laboratoire comme le sien appliquait cette recette, il y aurait une forte probabilité d'obtenir des résultats positifs à partir d'échantillons cliniques. Cela ne signifierait pas que la personne était malade à cause de ce virus et qu'elle était infectieuse en raison du matériel détecté. De plus, en tant que conseiller principal du gouvernement allemand pendant de nombreuses années, et en tant que scientifique intelligent, il savait toutes ces choses. Il a donc diffusé dans le monde une technique qui, utilisée comme elle était par des personnes à peine formées, ne pouvait, comme l'a dit le docteur Kammerer, que produire des résultats que je dirais au mieux ininterprétables. Oui. Dexter, vous vouliez poser une question? Oui, merci beaucoup. Merci pour votre témoignage. Professeur Kammerer, avec votre témoignage, vous avez soulevé un point très important. Ce point est que tous ceux qui utilisent la PCR, c'est dans chaque pays spécifiquement, nous regardons les autorités de réglementation sanitaire qui l'ont approuvé et qui ont confiné chaque pays. Et votre preuve est qu'ils étaient supposés savoir qu'il n'y avait aucun moyen que cela puisse être utilisé comme un outil de diagnostic. Je voudrais juste que vous me répondiez par oui ou par non, juste pour confirmer cela et pouvoir l'inscrire. Il ne peut pas être utilisé comme un outil de diagnostic pour évaluer la contagiosité. Oui. D'accord. Donc la contagiosité, et c'était bien la contagiosité, à la lumière des preuves qui ont été présentées hier par le docteur Benrendt et même par le docteur Zuckelberger. La seule façon pour eux, pour l'Organisation mondiale de la santé, de déclarer une urgence de santé publique de portée internationale était de remplir les conditions de transmission et la transmission revient à la contagion. Est-ce exact?
Ok, je vais vous lire ce qui suit dans le rapport du professeur Ulrich, que je souhaiterais que vous commentiez. Ce que je vais lire est une déclaration du professeur Christian Drosten en 2014. C'est un article de 2014 d'où je le tiens. Je le tiens de votre revue par les pairs que vous avez coécrit. C'est ce qu'on appelle la revue par les pairs Corman-Drosten. Et je vais lire ce qui y suit pour pouvoir l'inclure dans ce jury. C'est ce qu'il a dit dans l'article en 2014. La méthode est si sensible qu'elle ne peut pas détecter une seule molécule génétique du virus. Si par exemple un tel agent pathogène survole la muqueuse nasale d'une infirmière pendant une journée, sans tomber malade ou sans rien remarquer, il s'agit soudainement d'un cas de MERS. Alors qu'auparavant, des malades en phase terminale étaient signalés, des cas soudainement bénins et des personnes qui sont en fait en très bonne santé sont maintenant inclus dans les statistiques de déclaration. Je veux que nous nous concentrions sur le mot statistique. Cela pourrait également expliquer l'explosion du nombre de cas en Arabie Saoudite en 2014. Avez-vous un commentaire à ce sujet en relation spécifiquement avec les preuves que vous avez effectivement présentées jusqu'à présent? Oui, en 2014. Il a exactement décrit que le problème est le PCR. Par conséquent, il sait exactement qu'il y a une mauvaise utilisation de cette technique dans la situation du SARS-CoV-2, dans la situation actuelle. Cela produit exactement les mêmes problèmes qu'il a décrits en 2014. Donc, il devait certainement savoir qu'il promouvait une technique au monde qui produit beaucoup de faux positifs, beaucoup de problèmes et beaucoup de faux cas statistiques. Donc, il devait le savoir. Et il a dû le prononcer contre sa propre connaissance. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Continuez. J'ai juste une question ensuite, mais vous pouvez continuer rapidement, professeur. Bien, la question suivante est, vous avez mentionné très clairement les preuves et c'est essentiellement basé sur ce que vous avez dit, à partir de 2014 jusqu'à 2020. C'est-à-dire essentiellement entre la période du 22 janvier 2020 et, en fin de compte, la deuxième réunion de l'Organisation mondiale de la santé du 30 janvier 2020. Est-il exact de dire que rien n'a changé en ce qui concerne les bases mêmes du test PCR? Il pourrait peut-être dire, vous savez quoi, c'est une déclaration que j'ai faite en 2014. Nous parlons de 2020. Voilà ce qui a changé et je justifie donc qu'on puisse l'utiliser. Quelque chose a-t-il changé sur le plan scientifique, professeur? Non. Comme je vous l'ai montré, cette technique est une technique de base. Il n'y a que des combinaisons mineures qui changent, comme les amorces. Mais la technique de base, et tout ce que vous pouvez dire, c'est exactement la même depuis qu'elle a été inventée par Karim Ellis et ensuite améliorée en ajoutant cette version quantitative. C'est donc le même problème qu'il y avait en 2014, qui se retrouve maintenant dans la situation où nous nous trouvons. Donc, maintenant, nous allons revenir avant 2014. Nous allons revenir en arrière en 2007 avec cet article du New York Times. Et encore une fois, je le lis à partir de votre revue par les pairs, la revue par les pairs Corman-Drosten. Je vais rapidement citer ce qu'il a dit. Je cite. « J'avais le sentiment à l'époque que cela nous donnait l'ombre d'un indice de ce que pourrait être une épidémie de grippe. Pourtant, selon les épidémiologistes, l'un des aspects les plus troublants de cette pseudo-épidémie est que toutes les décisions semblaient si judicieuses à l'époque.
Nous sommes en 2007. Il s'agit d'un article du New York Times qui faisait essentiellement référence à une pseudo-épidémie également basée sur le test PCR. Nous avons 2014, nous avons 2020, 2021, 2022, où nous sommes actuellement, et vous conviendrez que rien n'a changé. Donc, ce qui est applicable en 2007, 2014, 2020, 2021, 2022, c'est exactement la même chose. Êtes-vous d'accord avec cela? Exactement, parce que c'est une technique qui cause des problèmes. D'accord. Merci beaucoup, professeur. Professeur Dolores Cahill, nous avons déjà parlé ensemble. Y a-t-il quelque chose que... Voyez-vous cela différemment? Ou êtes-vous d'accord, Dolores? Je suis tout à fait d'accord. J'ai fait des centaines de milliers de PCR dans les années 80-90 à l'Institut Max Planck de génétique moléculaire de Berlin. C'est une technique très similaire. La seule chose que j'ajouterais peut-être est que nous devrions demander dans tous les pays, nous avons des laboratoires de virologie et des laboratoires de réglementation. Et nous avons des autorités de réglementation qui devraient également superviser les entreprises qui produisent ces tests en tant que produits commerciaux et leur demander leur contrôle positif et négatif. Et aussi les médecins, d'une certaine manière, juste pour suivre ce qui a été dit, doivent faire un diagnostic différentiel. Ils doivent donc et devraient utiliser une technique appelée séquençage ou séquençage Sanger de ces tests soi-disant positifs pour confirmer qu'il s'agit bien de SARS-CoV-2. Car si ce n'est pas le cas, les médecins ont l'obligation de rechercher d'autres agents infectieux ou agents susceptibles de provoquer les symptômes. Si c'est un agent infectieux qui appelle la pneumonie, ou si c'est le virus de la grippe ou le rhinovirus. Comme vous le savez tous, j'étudie la loi depuis peut-être 20 ans. Il faut immédiatement se demander quelle est la base légale d'un diagnostic précis. Et ensuite, qui est responsable? Je dirais que les personnes responsables sont celles qui donnent des approbations pour ces tests. Ils devraient rechercher des contrôles positifs, des contrôles négatifs, et également vérifier les échantillons des patients pour valider la présence des agents infectieux par d'autres méthodes, y compris directement à partir de la salive ou des muqueuses. Ils doivent également séquencer les tests et examiner les contrôles positifs et négatifs pour confirmer le diagnostic. Et ensuite, les médecins devraient dire si le test est négatif et que le patient présente des symptômes, il devrait y avoir une série de tests, une enquête de suivi pour identifier l'agent causal, afin de pouvoir donner des antibiotiques ou d'autres préventions et traitements du patient. Merci, Dolores.